Le portefeuille en lambeaux gisait à moitié enfoui dans le sable lorsque Jonathan Jonas Everett, un milliardaire magnate de l'immobilier, le découvrit par hasard lors d'une paisible promenade matinale au bord de l'eau. Sa main tremblait en le ramassant, époussetant les grains accrochés au cuir délavé. Il ignorait ce qui le poussait à l'ouvrir, mais lorsqu'il le fit, il en eut le souffle coupé. Là, glissée dans l'une des poches, se trouvait une photo, vieille, usée, mais indéniablement la sienne. Marianne. Son visage autrefois vibrant paraissait désormais décharné et las, ses traits creusés par le temps et le chagrin. Mais ce qui figea Jonas, ce n'était pas seulement son image. Non, c'étaient les 3 enfants assis à côté d'elle, des triplés, et tous lui ressemblaient. Il trébucha en arrière comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans le ventre. « C'est impossible. Je l'ai laissé sans enfant », murmura la voix de la culpabilité qui le hantait depuis des années. Jonas s'effondra dans le sable, chancelant. Il ignorait que les enfants qui lui avaient vendu des moules ce matin-là étaient ceux de cette photo. Plus tôt ce même jour, dans un immense bureau vitré surplombant Manhattan, Céleste Whitmore se penchait sur le bureau de direction de son père. Sa voix était douce comme du velours, mais il y avait une certaine fermeté sous sa voix. « Tu sais, Jonas, quelqu'un comme toi pourrait facilement devenir le prochain vice-président de l'entreprise. » Jonas se tenait droit, les épaules tendues sous le poids de ses mots. Bien que le bureau fût climatisé, la sueur perlait sur sa nuque. Le père de Céleste, fondateur et PDG de Whitmore Builders, admirait depuis longtemps le travail de Jonas. Jonas avait gravi les échelons, passant du statut d'humble ingénieur de projet à celui de chef de projet senior, grâce à son courage et ses nuits blanches. Pourtant, il se tenait là, incertain, tandis que Céleste s'approchait de lui d'un pas mesuré. « Il n'y a qu'une seule condition, » ajouta-t-elle, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Une condition » demanda Jonas, redoutant déjà sa réponse. Les yeux de Céleste brillèrent, tandis qu'elle s'arrêtait à quelques centimètres de lui. « Quitte ta femme. » Quit Marianne. Jonas eut l'impression qu'une grenade lui avait explosé dans les oreilles. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il d'une voix rauque. « Laisse-la, » répéta Céleste calmement. « Tu es malheureux, Jonas. » Tu l'as dit toi-même lors de réunions, à quel point tu étais déconnecté. Marianne n'est plus la même depuis qu'elle est femme au foyer. Le silence, la dépression. Elle n'est plus la femme que tu as épousée. Tu ne comprends pas, dit-il, les dents serrées. Je comprends mieux qu'elle, coupa Céleste, et soyons honnêtes, tu es destiné à plus qu'une petite vie malheureuse. Je peux t'aider à y parvenir, mais pas tant que tu es attaché à une femme sans ambition. Jonas ne dit rien. Une guerre faisait rage en lui, entre sa conscience et son ambition. Lui et Marianne se disputaient de plus en plus souvent. Leur amour avait semblé s'éteindre le jour du décès de leur fils. À bien des égards, c'était le cas. Si tu acceptes mon offre, dit Céleste avec un sourire charmeur, tu auras 3 nouveaux projets de construction demain. Je parlerai au conseil d'administration pour te promouvoir. Et si je refuse, tu resteras coincé comme chef de projet jusqu'à l'épuisement professionnel. Jonas se tourna vers la fenêtre. La ville palpitait sous lui. Acier, béton et rêve à perte de vue. Il avait autrefois parcouru ses chantiers en ingénieur vert, fier et plein d'espoir. Maintenant, il se sentait vide. Il repensa à la voix de Marianne cette nuit où elle s'était effondrée. « Suis-je si difficile à aimer, même si je ne gagne pas d'argent ?» lui avait-elle demandé. « Choisis-moi, Jonas, » murmura Céleste, sa main posée délicatement sur son bras. « Et tu auras enfin le succès que tu mérites. »« Donne-moi quelques jours, » répondit-il doucement. Ce soir-là, Jonas retourna dans leur petit appartement de Brooklyn. Le silence était total, à l'exception du vrombissement d'un ventilateur électrique bon marché et des aboiements du chien d'un voisin. Marianne se tenait devant l'évier, lavant la vaisselle, la silhouette amincie, les épaules affaissées. « Salut !» la salua-t-il. « Salut !» répondit-elle sèchement. « Pas de câlin, pas de bisous. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« De l'adobo de haricots verts, » répondit-elle. « On n'avait plus de viande. Le budget est serré. » Jonas, assis à table, contemplait leur vieille photo de mariage, accrochée au mur par un clou tordu. Autrefois symbole d'espoir, elle ressemblait désormais à une chaîne.
Comment vas-tu? Demanda-t-il. Toujours là? Répondit-elle, sans croiser son regard. J'attends toujours que tu rentres tôt, mais j'ai perdu espoir. Jonas grimaça, non pas à cause des mots, mais parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, il l'avait rejetée émotionnellement. Il la tenait responsable de la mort de leur fils, une douleur qu'ils portaient tous deux, mais de manière différente. Il voulait dire quelque chose, maintenant, tendre la main. Marianne, commença-t-il. Quoi? Son regard croisa le sien, intense mais brillant de larmes encore fraîches. Je me sens perdu, murmura-t-il, puis il se leva et monta sans terminer la conversation. Elle resta derrière, pleurant en silence, la mousse de savon mêlée à ses larmes. 3 jours passèrent. Jonas ne mentionna plus jamais l'offre de Céleste, mais il devint encore plus distant, rentrant tard, parlant à peine. Jusqu'à ce qu'un matin, Marianne trouve une lettre sur la table à manger. « Je suis désolé. Je ne peux plus faire semblant. Il n'y a plus d'amour. Je ne peux plus vivre dans ce monde que nous avons construit. Au revoir. » Il était accompagné de 3 mois de loyer et de son alliance. Pendant ce temps, Céleste souriait en lisant son message. « J'ai fait mon choix. J'espère que ça en vaut la peine. »« Oh, ça en vaudra la peine, » murmura-t-elle en sirotant un vin cher. Elle avait gagné. De retour dans la chambre sombre de leur appartement, Marianne serrait contre elle une couverture de bébé délavé. Elle avait appartenu à leur fils, Michael. Autrefois, l'appartement était rempli de rires. Maintenant, c'était un tombeau. Chaque jour, elle pleurait, non seulement Michael, mais aussi l'amour qu'elle et Jonas avaient perdu. Le jour de l'enterrement de leur fils, Jonas avait prononcé les mots les plus bouleversants. Si on ne l'avait pas quitté des yeux, notre fils serait peut-être encore en vie. Cela avait fait plus mal que l'enterrement lui-même. 1 an s'était écoulé depuis la tragédie. Ce jour-là devait être une simple sortie en famille à la rivière. Tout le monde était heureux. Pendant que Marianne préparait le déjeuner, le petit Michael jouait près de l'eau avec ses cousins. Elle avait toujours hésité à le quitter des yeux, même une seconde, mais les sœurs de Jonas insistèrent pour qu'elle fasse une pause. « Marianne, on s'en occupe. » Du calme pour une fois, avait dit l'un d'eux. Elle céda. Ce fut le jour où Michael ne revint jamais. Selon la police, il s'était noyé, emporté par le courant. Mais cette explication lui a semblé incohérente. Un enfant a affirmé qu'un filet de pêche avait été placé sous l'eau, délibérément pour obstruer le cours de la rivière. Personne ne l'écoutait. Tout le monde la blâmait. Depuis ce jour, la vie était devenue insupportable. Jonas était devenu un étranger. Il ne la regardait plus, ne la prenait plus dans ses bras le soir. Il rentrait tard, ne se souciait plus d'elle, et même lorsqu'elle essayait de lui parler, il se voyait à peine. Un jour, alors qu'elle faisait la lessive de Jonas, elle trouva du rouge à lèvres sur le col de sa chemise. Ça lui coupa presque le souffle. Ils n'avaient pas toujours été comme ça. Ils étaient amoureux depuis leur enfance, voisins de palier dans une paisible ville du Sud. Jonas la protégeait des harceleurs. Marianne lui apportait souvent son déjeuner à l'école. Ils se battaient pour leur amour, même si son père désapprouvait le milieu modeste de Jonas. Fils de charpentier, il se maria après l'université. La cérémonie fut simple mais pleine d'amour. Ils déménagèrent à New York, louèrent un petit appartement et repartirent de zéro. Jonas travailla dur comme ingénieur. Marianne enseignait en maternelle, mais après avoir donné naissance à Michael, elle a quitté son emploi pour l'élever. « Je veux être là pour ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers rires », a-t-elle dit un jour. Jonas l'a soutenue au début, mais au fil des ans, leurs chemins ont divergé. Il a gravi les échelons de l'entreprise tandis qu'elle restait à la maison, à laver le linge, à préparer les repas et à élever Michael. Puis Michael est mort et leur monde s'est effondré. Un soir, elle a essayé de reparler. « Jonas, quand avons-nous dîné ensemble pour la dernière fois? Je suis fatigué, Marianne. »« Ne commence pas maintenant, » dit-il, les yeux rivés sur son téléphone. « Tu ne me parles même plus. C'est comme si on n'était même pas mariés. Tu ne le sens pas ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Jonas se leva et se détourna. « C'est peut-être parce qu'on n'a plus d'enfants. Peut-être parce que tu ne fais que pleurer, » murmura-t-il. « Oh mon Dieu, Jonas. Tu crois être le seul à souffrir ?
Je me réveille chaque matin en pensant que tout est de ma faute. Tu ne sais pas combien de fois j'ai souhaité disparaître, en me disant que tu serais peut-être mieux sans moi. » Jonas ne disait rien. Il sortit, la laissant effondrer par terre, sanglotant sans retenue. Au cours des semaines suivantes, il ne revint plus du tout. Un matin, elle trouva la lettre. « Je suis désolé, je ne peux plus faire semblant. » Son monde s'est effondré, mais au milieu de la douleur, Marianne portait en elle un secret qu'elle n'avait jamais révélé à Jonas, un secret qu'elle avait gardé depuis le premier mois où elle n'avait pas eu ses règles. Elle était enceinte, et Jonas était parti. La nouvelle n'apportait aucune joie, aucune force pour célébrer, mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas. Plus jamais. La dernière nuit, elle pleura le départ de Jonas. Elle se murmura « Je porterai ça seule, même si ça fait mal, même si je dois protéger seule la mémoire de nos enfants. » Ce fleuve, celui qui avait englouti Michael, continuait de couler dans ses souvenirs. C'était le même endroit où son fils avait disparu, et même si elle avait purifié sa conscience et tenté de se pardonner, quelque chose clochait encore. Pendant des mois, elle s'était obsédée sur les détails, le filet sous l'eau, le vieux pêcheur qui avait mentionné que quelqu'un avait demandé que la zone soit nettoyée. Sa question ne changeait jamais. Pourquoi y avait-il un filet dans une partie de la rivière où personne ne pêchait? Et si c'était vraiment un accident, pourquoi Jonas nourrissait-il une colère aussi profonde et dévorante, presque comme s'il savait exactement comment la briser? Une semaine avant la tragédie, Céleste était assise dans une camionnette noire, lunettes de soleil aux yeux bleus, ses longs cheveux encadrant son visage froid et inexpressif. Un homme au volant semblait nerveux. « Êtes-vous sûr que ça va marcher ?» demanda-t-il. « Ce n'est qu'un filet, » répondit Céleste. « Placez-le sous la surface, pas trop visible, mais suffisamment pour attraper quiconque s'approche trop près. »« C'est dangereux, maman. Quelqu'un pourrait être blessé, voire mourir. C'est ce que je veux. Assurez-vous simplement qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Voici l'argent. Faites votre travail. » L'homme hocha la tête, déchiré, mais se laissa emporter par l'épaisse enveloppe qu'il tenait à la main. Céleste était rongée par la rage. Elle aimait Jonas en secret depuis des années. Depuis son stage, il la captivait, brillant, gentil, séduisant. Mais il y avait toujours Marianne. Son père l'avait rejetée, la considérant comme une fille douce, sans ambition, de la petite ville. Pour Céleste, le ressentiment était plus profond. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une obsession. Chaque fois qu'elle voyait Jonas et Marianne lors d'événements d'entreprise, se tenant la main et échangeant des sourires, elle bouillonnait de rage. « Ça devrait être moi », se répétait-elle sans cesse. Alors, lorsqu'elle apprit leur prochaine sortie sur la rivière, elle saisit sa chance. Elle n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, pas vraiment. Mais si Michael était parti et que Marianne l'accusait, peut-être que Jonas l'aurait quitté de lui-même. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Après la tragédie, Céleste s'est infiltrée dans la vie de Jonas, d'abord comme amie, comme écoute attentive, comme réconfort. Son cœur brisé était son ouverture. « Tu es le seul qui me reste », dit un jour Jonas, ivre et en pleurs. Il avait perdu son fils. Et dans son esprit, tout était de la faute de Marianne. Céleste murmura « Tu n'es pas seul ». À ce moment-là, Jonas ignorait encore toute la vérité. Il croyait ce qu'il voulait croire, et Céleste s'en servait pour le contrôler. « Tu as eu raison de la quitter », disait-elle toujours. Et pour Jonas, c'était une raison suffisante. Il a quitté la femme qu'il avait juré d'aimer, malade comme en bonne santé. Pourtant, Marianne n'a jamais prononcé une seule accusation. Qui l'aurait cru? Elle n'avait ni travail, ni pouvoir, ni richesse. Céleste, quant à elle, était belle, instruite et héritière de l'entreprise. Marianne garda donc le silence. Au lieu de cela, elle consacra toute son énergie à élever ses enfants, nés 9 mois plus tard. 3 petits bébés qu'elle a eus au premier regard. Pas d'échographie, pas de soins médicaux, juste elle et sa volonté de survivre. Elle les a appelés Mira, Michael Jr. et Maya. Ils étaient devenus son monde, sa raison de respirer à nouveau. Au fil des mois, tout était douloureux et difficile. Avec à peine de quoi acheter du lait ou des couches, Marianne faisait tout ce qu'elle pouvait pour élever les triplés, Mira, Michael Jr. et Maya. Chaque fois qu'il pleurait, elle pleurait aussi.
Mais à chacun de leurs sourires, elle se sentait revivre. Pourtant, la vie ne devenait pas plus facile. La dépression s'installa à nouveau. La nuit, pendant que les enfants dormaient, les souvenirs de Jonas refirent surface. Ses yeux, autrefois emplis de rêves, laissaient place à un silence glacial dans son esprit. Était-ce mal d'aimer trop ? Se demanda-t-elle un jour en essuyant la sueur du front de son enfant. De son côté, Jonas s'était occupé à bâtir son empire. Avec l'aide de Céleste, l'entreprise prit son essor. Elle lui a offert un siège au conseil d'administration, lui a acheté une nouvelle voiture, un appartement de luxe. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la tranquillité d'esprit. Lors des réunions d'affaires, dans chaque article de magazine sur papier glacé vantant sa réussite, un vide subsistait qu'il ne parvenait pas à expliquer. Chaque nuit, sans le réconfort d'une main posée sur sa poitrine, ses pensées se tournaient vers Marianne, et surtout vers Michael. Parfois, il fermait les yeux et murmurait « Je suis désolé ». Mais la voix de Céleste couvrait toujours sa culpabilité. « Oubliez le passé. Concentrez-vous sur le présent », insista-t-elle. On peut recouvrir un corps d'or, peindre une maison de luxe, mais aucune richesse ne peut acheter la paix à une âme brisée. Chaque fois que Jonas voyait une mère marcher avec son enfant, il se retournait. Quand les enfants jouaient au parc, quelque chose le tiraillait. Il ne comprenait pas pourquoi. Chaque dîner avec Céleste le déconnectait encore plus. Un après-midi, alors qu'il traversait une ruelle étroite en voiture, il aperçut une femme avec 3 enfants. Ils étaient petits, minces, mais pleins d'énergie. Il s'effigia. Leur démarche, celle de la femme, tout cela lui semblait étrangement familier. « Jonas, tu es en retard pour ton rendez-vous. » La voix de Céleste s'éleva brusquement depuis la banquette arrière. Surpris, il appuya sur l'accélérateur. Il ne vit pas le visage de la femme. Il ignorait que c'était Marianne. De retour dans une cabane de fortune près de la côte, Marianne luttait pour survivre avec ses enfants. Elle vendait des galettes de riz maison le matin. Quand il n'avait rien, il dépendait de ce que les enfants gagnaient en vendant des palourdes et des moules. Il n'y avait ni électricité, ni nourriture stable. Mais chaque soir, en regardant ses enfants blottis les uns contre les autres sur une fine natte, elle murmurait « Seigneur, même si personne ne revient, ne m'abandonne pas pour mes enfants. » L'amour entre elle et Jonas s'était évanoui depuis longtemps. Leurs vœux d'autrefois avaient été rongés par l'ambition, la colère et les mensonges. Mais ce que Jonas ignorait, c'est que son départ ne marquait pas la fin. Dans le silence des épreuves, dans la douleur de la pauvreté, 3 cœurs continuaient de battre. Des cœurs nés d'un amour autrefois authentique. Des cœurs qui faisaient partie du sien. Jonas se leva du matelas moelleux de sa suite, groggy. Il était tôt, mais le soleil tropical tapait déjà fort. Il était en voyage d'affaires, inspectant un nouveau projet de développement de complexes hôteliers pour son entreprise. À travers la porte coulissante en verre, il pouvait apercevoir l'océan bleu cristallin et le sable blanc, comme sur une carte postale. Autrefois, c'était un rêve. Maintenant, ce n'était plus qu'un travail. Il avait tout. Sa propre entreprise, une flotte de voitures, un Pantouse, des propriétés privées sur la plage et une certaine réputation dans le monde de la construction et de l'immobilier. Et pourtant, chaque matin, en se regardant dans le miroir, il se posait toujours la même question. Pourquoi me sens-je encore incomplet ? Alors qu'il flânait le long du rivage, quelque chose d'inhabituel attira son attention au bord du sable. Un portefeuille usé, sale, décoloré par le soleil, trop souvent trempé. Il se pencha et le ramassa. Un ouvrier l'avait probablement laissé tomber, pensa-t-il. Il n'avait pas l'intention de s'en mêler, mais quelque chose l'attira. L'ouvrant lentement, il trouva de vieux reçus, une carte d'identité du marché local, une liste froissée de prix d'épicerie, riz 45 cents, lait 80 cents, sucre. Un des rabats du portefeuille contenait une poche cachée. Jonas l'ouvrit avec précaution et la trouva. Une photo. Il se figea, fané et craquelé. C'était indéniable. Marianne, assise sur une natte, maigre et pâle, le poids du monde dans ses yeux. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les 3 enfants à ses côtés. Même âge, même trait. Des triplés. Et ils lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Il ne pouvait plus respirer. Impossible,
murmura-t-il. Nous n'avions pas d'enfant quand je l'ai quitté. Ses mains étaient glacées. Son corps tremblait. Il s'affala sur le sable, bouleversé. Il examina à nouveau la photo. Peut-être avait-il tort. Peut-être que ce n'était pas elle. Peut-être que les enfants n'étaient pas les siens. Mais au fond, il le savait. Aucun père n'oublie le visage de son propre sang. Et si cette femme était vraiment Marianne, pourquoi avait-elle 3 enfants? Des triplés? Jonas amassa les tampes. La belle station balnéaire. L'eau turquoise. Rien n'apportait la paix. Seulement confusion et agitation. Il regarda à nouveau le portefeuille. Pas de nom. Pas de pièce d'identité. Pas d'adresse. Aucun indice sur l'endroit où se trouvait Marianne. Mais une chose était claire. Ce n'était pas un hasard. Le portefeuille semblait avoir été jeté sur son chemin par le destin. Et maintenant, il était contraint d'affronter le passé qu'il avait enfoui sous l'ambition. Monsieur Everett, le transport est prêt pour la visite du site, appela un ingénieur derrière lui. Allez-y. Je dois m'occuper de quelque chose, répondit Jonas. Une fois le personnel parti, il resta debout, le portefeuille toujours à la main. Il scruta les environs. Les pêcheurs remontaient leurs filets. Des enfants jouant dans le sable. Des vendeurs qui réclamaient des coquillages frais. Il ne savait pas comment il trouverait Marianne, mais sur cette petite île, il y croyait. Aucun secret ne reste enfoui bien longtemps. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité, murmura Jonas. Si ces enfants sont vraiment à moi, je leur dois 10 ans. Pour la première fois depuis des lustres, le cœur de Jonas battait au rythme d'une véritable passion. Ni pour les affaires, ni pour la richesse. Mais il était possible que, quelque part, des enfants aient passé leur vie à réclamer un père dans leurs rêves. Et si c'était vrai, étaient-ils prêts à l'affronter? Je ne partirai pas avant de les avoir retrouvés, ordonna Jonas au directeur du complexe le lendemain. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son esprit et son cœur étaient en éveil. Ses pensées tournaient autour de la photo de Marianne et des 3 enfants. Il rouvrit la photo encore et encore, mémorisant chaque sourire, chaque ride de leur visage et la tristesse dans les yeux de Marianne. « Monsieur, devrions-nous signaler cela aux autorités? Peut-être que quelqu'un a perdu ce portefeuille. » Demanda prudentment l'Eyerand. Numéro, je m'en occupe, répondit Jonas fermement. Fermez les portes de l'île, personne n'entre ni ne sort. Demandez à chaque membre du personnel, même aux bénévoles et aux vendeurs, s'ils ont vu une femme avec 3 enfants. 3 enfants? Oui, même âge, environ 8 ans. La mère s'appelle Marianne. Les recherches ont été menées sur toute l'île. Des pêcheurs ont été interrogés, des vendeurs au marché local, des enfants à l'école. Mais avec le nombre de personnes présentes, il était difficile de retrouver qui que ce soit. Certains disaient connaître une femme malade avec 3 enfants qui vendait des palourdes et des moules sur le rivage. « C'est une habitante du coin ?» demanda Jonas à un vendeur. « On dirait qu'elle a emménagé ici il y a seulement 1 an, discrète, réservée. Mais ses enfants, eux, travaillent dur. » Le cœur de Jonas battait fort. « Savez-vous où ils habitent ?» Pas d'adresse exacte, mais Alicia, la vendeuse de snacks, a mentionné avoir vu des enfants logés près du terrain vague au bord de la rivière, à l'autre bout du village. Pendant que son équipe continuait à s'informer, Jonas restait vigilant. Il n'arrivait pas à se reposer. Ce qu'il ressentait n'était pas l'anxiété liée aux affaires, mais la peur, l'espoir, l'incertitude et une pensée unique qui ne le quittait pas. Et si c'était vrai? Et s'ils étaient vraiment mes enfants? Il resta sur l'île pendant des jours. Il attendit, posa des questions, fit ses rondes. Puis, un matin, alors qu'il sirotait un café sur la véranda de sa villa, un bruit familier résonna depuis la plage. Des palourdes et des moules fraîches, tout droit venus de l'océan. Jonas se tourna vers la voie. Il se leva et s'approcha du bord de la véranda. D'en haut, il aperçut 3 enfants qui vendaient sur le rivage. Chacun portait un panier tressé. Leurs vêtements étaient usés, t-shirt et shorts simples, la peau hâlée par le soleil. Mais leurs yeux brillaient. Un garçon, 2 filles, à peu près du même âge. Leurs yeux étaient ronds, leur nez pointu. Et leur sourire? Jonas ne pouvait pas bouger. C'étaient eux, les triplés de la photo.
Il se sentait figé, ses jambes ne répondaient plus. Il fit signe à l'un de ses collaborateurs, « Amenez ces 3 enfants ici, doucement. Ne les effrayez pas. Dites-leur simplement que je veux leur parler. » Le personnel hocha la tête et s'approcha des enfants. Jonas les observa d'en haut, hésitant d'abord, avant de finalement accepter lorsqu'on leur proposa de la nourriture et de la glace. À l'intérieur du restaurant du complexe, Jonas avait fait vider tout l'espace. Les rideaux étaient tirés. Les enfants étaient assis à une table ronde, tandis que le personnel leur déposait les plats. Poulet frites, spaghettis, soda. Ils avaient l'impression d'être au matin de Noël. « C'est vraiment gratuit ?» demanda l'un d'eux. « Oui, tout », confirma un membre du personnel. Une fois qu'ils eurent mangé, Jonas s'approcha lentement d'eux, comme s'il craignait de les effrayer. « Bonjour », dit-il. Les 3 levèrent les yeux vers lui, tous ensemble. On aurait dit que le destin avait orchestré l'événement. « Vous êtes si beau, monsieur », dit l'une des filles. « Tu me sembles familier », sourit Jonas, même si sa poitrine était serrée. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il presque à voix basse. « Je m'appelle Michael », dit le garçon, « et mes sœurs sont Mira et Maya. » Jonas ne put retenir ses larmes. Il leva les yeux au plafond, se mordit la lèvre et respira profondément. « Michael » murmura-t-il en posant une main sur son cœur. Le nom de l'enfant qu'ils avaient perdu. Mais il ne pouvait pas tout dire, pas encore. Il n'avait aucune confirmation, aucune conversation avec Marianne. Une chose était claire, il ne laisserait pas passer ce moment. Il ne pouvait plus les perdre. Des palourdes et des moules fraîches, directement de la mer. Sous un soleil de plomb, les 3 enfants reprirent leur marche sur la plage, leur panier à la main. La sueur perlait sur leur front, les lèvres sèches, mais le sourire aux lèvres. C'était leur quotidien. Michael saluait les touristes en criant joyeusement. Mira restait vigilante, guettant quiconque semblait susceptible d'acheter. Maya se tenait silencieuse, tenant un éventail en papier plié. À 8 ans, il ne connaissait pas le jeu de mots. Tout ce qu'il connaissait, c'était le travail. « Ne rentre pas tard », prévenait mademoiselle Bev, la gentille veuve qui habitait à côté. « Ta mère ne va toujours pas bien. Rentre vite. »« Oui, madame », répondirent-ils à l'unisson, puis ils coururent vers le complexe, où il y avait toujours plus de clients. Ce jour-là, un membre du personnel les aborda. « C'est toi, Michael » demanda-t-il, vêtu d'un polo blanc. « Oui », répondit Michael, méfiant. « Un invité veut te parler, il t'attend à table, tout est gratuit. » Les frères et sœurs échangèrent un regard. « Libre » demanda Mira. « Oui, et il a dit qu'il achèterait aussi toutes tes palourdes et tes moules. » À l'intérieur du restaurant, les enfants n'en croyaient pas leurs yeux devant le festin qui leur était proposé. Poulet frit, spaghettis, nouilles, glace et jus de fruits. On aurait dit un festival, un paradis. « Tu es sûr qu'on n'a pas à payer » demanda Michael. « Non », sourit le personnel. « C'est notre invité qui paie. Il a dit de tout te donner et de te laisser manger jusqu'à ce que tu sois rassasié. » Jonas observait depuis la porte latérale, caché, les enfants manger. Chaque bouchée, chaque rire, tout cela lui transperçait la conscience. Même sans confirmation, il le ressentait au plus profond de son âme. C'étaient les siens, surtout Michael. Le garçon lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ses yeux, sa posture, sa façon de se mâchonner le pouce quand il était nerveux. C'était lui, il y a des années. Finalement, Jonas trouva le courage de s'approcher. « Salut », dit-il chaleureusement. Les enfants levèrent les yeux, sans répondre immédiatement. Ce qu'ils remarquèrent d'abord, c'était sa beauté, comme dans un film. « Monsieur, c'est vous qui avez acheté nos palourdes » demanda Mira. « Oui, c'était moi », répondit Jonas. « Tu es si courageux », dit-il, « peu d'enfants de ton âge savent vendre des choses et parler aux adultes. »« Oh, on y est habitué », répondit Michael. « Notre mère est malade, alors on participe aux dépenses. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère » demanda Jonas en retenant ses larmes. « C'est son cœur », répondit Michael. « Mademoiselle Bev a dit qu'elle ne pouvait plus travailler beaucoup, alors on s'occupe de la vente. Comment s'appelle ta maman » Jonas le savait déjà, mais il avait besoin de l'entendre. « Marianne » dirent-ils à l'unisson.
Jonas faillit s'effondrer sous le poids de sa poitrine. C'était comme si une épine avait été arrachée de son âme, remplacée par une culpabilité écrasante. Marianne, la femme qu'il avait quittée, celle pour laquelle il pleurait en silence, celle dont il ignorait l'existence, et encore moins l'éducation de leurs enfants. Et maintenant, ces enfants étaient là, aidant leur mère malade en travaillant sous le soleil. Pas de jouets, pas d'école, juste des paniers à la place des livres. Voulez-vous passer à la clinique du complexe pour un examen rapide? C'est gratuit, on a aussi des vitamines et du lait, proposa Jonas avec un sourire forcé. D'accord, dit Maya doucement. Mais monsieur, il faut qu'on soit à la maison avant la nuit, ajouta Mira. Maman pourrait s'inquiéter. Pas de problème, leur assura Jonas. J'enverrai une voiture vous ramener chez vous après la clinique. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la petite clinique du complexe, Jonas se pencha vers son assistante. Découvre où vivent ses enfants, suis-les plus tard, je veux voir Marianne. Il avait enfin trouvé la pièce manquante de son cœur, mais au lieu de la joie, il se sentait giflé par la vérité. Il avait choisi d'oublier le passé, et les enfants qui avaient sacrifié leur enfance pour leur mère malade étaient les siens, nés d'un amour qu'il avait détruit par ambition. Il était tard dans la nuit lorsque les frères et sœurs retournèrent à leur petite cabane près du bord de l'île. Maya, Mira et Michael étaient tout sourire, leur panier rempli de lait et de nourriture du complexe hôtelier. Mais ce n'était pas seulement la nourriture qui les rendait heureux, c'était la gentillesse dont ils bénéficiaient de la part d'un homme qui leur semblait étrangement familier. « Sœur Jonas est vraiment gentille », dit Michael en portant le panier le plus lourd. « On aurait dit une star de cinéma », gloussa Mira, et il sentait si bon. « On aurait dit le type sur ton vieux dessin, Michael », murmura Maya. « Celui dont tu dis toujours qu'il est ton père dans tes rêves. » Michael a arrêté de marcher. Je ne sais même pas pourquoi, mais il me semblait familier. À leur retour, la cabane était sombre et silencieuse. Leur mère, Marianne, était allongée sur une natte, pâle et à peine capable de s'asseoir. Les enfants se précipitèrent à ses côtés. « Maman, on est à la maison !» cria Mira en essuyant la sueur du front de sa mère. « Réveille-toi, maman !» murmura Michael en lui tapotant la main. « Regarde, on a apporté du lait et des vitamines aussi, tout était gratuit. » Marianne ouvrit lentement les yeux, d'une voix faible. « Vous allez bien ?» répondit Maya, puis elle l'embrassa sur le front. Un homme bienveillant nous avait acheté toutes nos palourdes, puis il nous avait nourris au complexe. Il y avait tellement de nourriture, maman, c'était comme une fête. Marianne ne parlait pas, mais son regard posait doucement la question. Qui était cet homme? Que veut-il de mes enfants? De retour à l'hôtel, Jonas était assis, agité, toujours à la main, portefeuille et photos. Les visages de Marianne et des triplés lui brûlaient l'esprit. Il n'avait pas dormi, il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le lendemain matin, il se leva tôt et appela son chauffeur. « Emmène-moi à la cabane près de la rivière. Suis les enfants d'hier, je dois voir leur mère. » Après presque une heure de route à travers des routes étroites et des sentiers envahis par la végétation, la voiture s'est arrêtée devant une petite cour. Le toit était réparé avec des tôles. Les murs étaient faits de bambou et de bois de récupération. De l'intérieur, Jonas entendit la toux d'une femme, faible et douloureuse. « Est-ce ici que vit Marianne ?» demanda-t-il à l'enfant qui l'accueillit. C'était Mira. « Oui, monsieur, désolé, c'est le désordre, » dit-elle poliment. Jonas ne répondit pas, il la vit immédiatement. Marianne allongée là, pâle et maigre, ombre de la femme qu'il avait aimée. « Marianne, » murmura-t-il, se retourna lentement, les yeux écarquillés, l'incrédulité envahissant son visage. Elle regarda ses enfants, puis Jonas, encore et encore. « Est-ce Jonas ?» Elle se redressa, tremblante. Jonas tomba à genoux à côté d'elle. « Mon Dieu, que t'est-il arrivé? Que fais-tu ici ?» demanda Marianne d'une voix faible mais tranchante. « Que veux-tu » Jonas recula, accablé par la lourdeur du moment. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement, « mais j'ai trouvé ton portefeuille, la photo, puis je les ai vus, Michael, Mira, Maya. » Des larmes coulaient sur le visage de Marianne, non pas de joie, mais d'un profond ressentiment. « Pourquoi seulement maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Quand tu m'as quitté, j'étais enceinte, je pensais que tu reviendrais, je pensais que tu avais encore le droit de savoir,
mais tu ne t'es jamais retourné, ni lettre, ni argent, ni message. Jonas baissa la tête, incapable de la regarder dans les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Jonas, » dit Marianne. « J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi nous as-tu quittés ?» Le silence régna, seul le chant des oiseaux emplissait l'air. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit finalement Jonas. « Quand Michael est mort, mon monde s'est effondré. Je t'en ai voulu, je me suis convaincu que c'était ta faute, mais en vérité, j'étais un lâche, je me suis caché derrière ma colère, mon travail, mon ambition et une femme qui m'a fait croire que je pourrais avoir un avenir meilleur si je te quittais. » Voilà, dit Marianne en essayant de retenir ses larmes. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi, quand notre famille avait besoin de force, tu as été la première à lâcher prise. Jonas se tut à nouveau, il savait que des explications ne répareraient pas ce qu'il avait fait, mais peut-être, juste peut-être, avait-il encore le temps de réparer les dégâts. Marianne, laisse-moi t'emmener en ville, je te ferai examiner par les meilleurs médecins, je ne te laisserai pas mourir, je ne laisserai pas nos enfants perdre leur mère. Je n'ai pas besoin de ta pitié, dit-elle. Ce n'est pas de la pitié, répondit Jonas, c'est ce que je te dois, à eux, à moi-même. Bientôt, une infirmière et un médecin arrivèrent du complexe hôtelier. Après avoir examiné Marianne, ils recommandèrent une opération immédiate. Son cœur nécessitait des soins urgents, il n'y avait pas d'autre choix. Tandis qu'on portait Marianne jusqu'à la voiture, elle serra fermement la main de Michael. « Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ce pourquoi nous nous sommes battus, » murmura-t-elle. « On n'oubliera pas, maman, » répondit Michael. Derrière eux, Jonas suivait en silence. Mais au fond de lui, une promesse le rongeait, « Je ne partirai plus jamais. » Le vol de Lille à New York dura 3 heures, à bord de l'hélicoptère privé de Jonas. Pendant le trajet, il serrait fermement la main de Marianne. Face à eux, les triplés étaient assis en silence, les yeux rivés sur leur mère, nerveux et effrayés. Le bruit des hélices était fort, mais les battements du cœur de Jonas l'étaient encore plus. Il n'arrivait pas à croire que Marianne était là, à ses côtés, si fragile, à peine consciente, les lèvres foncées, qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. « S'il te plaît, Marianne, » murmura Jonas en essuyant la sueur de son front. « Tiens bon, il n'est pas trop tard, » ne répondit-elle pas, mais elle serra un peu plus fort la main de Miko, les yeux fermés de douleur. À l'hôpital, le personnel s'est déplacé rapidement. Une infirmière a tendu un presse-papier à Jonas. « Un lien de parenté avec le patient ?» a immédiatement répondu Jonas. L'infirmière l'a regardé avec incertitude. Elle n'est pas répertoriée dans notre système comme personne à charge légale. Pas besoin d'explication, je paierai tout, je lui donnerai simplement la priorité, dit-il avec empressement. Personne ne protesta, Marianne fut soumise d'urgence aux examens préopératoires et branchée à des appareils de soutien. À l'extérieur du bloc opératoire, Jonas attendait avec les triplés, visiblement effrayés. Maman Maya, plurate Dousement. Les médecins ne laisseront rien lui arriver. Jonas essayait de les réconforter, agenouillé devant eux. « Je te le promets, papa te le promet », s'interrompit-il en plein milieu de sa phrase en voyant Mira se figer. « Ma chérie, ça va ?» demanda-t-il. « Tu as dit papa », répondit doucement Mira, incertaine d'avoir bien entendu. Jonas ne répondit pas immédiatement. Des heures passèrent, et pendant l'attente, l'infirmière en chef revint avec le dossier médical de Marianne. « Monsieur, nous devons confirmer les dossiers des enfants, les contacts d'urgence, les mises à jour médicales. Voulez-vous que votre nom figure sur leurs actes de naissance ?» Jonas sentit une douleur intense lui transpercer le cœur, comme s'il avait été giflé par des années de vérité. « Je veux savoir si je suis leur père ?» demanda-t-il d'une voix calme mais assurée. Les infirmières échangèrent un regard. « Monsieur, d'après les registres, Michael Jr. Mira et Maya sont nés au centre de santé publique il y a 8 ans. Aucun père n'est mentionné, seulement un document signé par Marianne se déclarant seule tutrice. Pouvons-nous le vérifier ? Un test ADN est possible. Je ferai n'importe quoi, dit Jonas, n'importe quel test, mais dites-moi simplement ce qui est nécessaire. Monsieur, ce n'est peut-être pas nécessaire. D'après les marqueurs génétiques initiaux de leurs analyses sanguines, votre compatibilité avec les enfants est très élevée, surtout avec Michael Jr.
Le monde de Jonas a basculé, il était lourd et léger à la fois, il était leur père. Ce n'était ni une intuition, ni de la culpabilité, c'était un fait. Il se leva, alla à la fenêtre du couloir, regarda son reflet et ferma les yeux. « Je suis parti depuis 8 ans, murmura-t-il, et c'est seulement maintenant que je suis là en tant que père. » Il retourna vers les enfants. Michael, Mira, Maya. Ils se tournèrent tous vers lui, silencieux, incertains, mais dans leurs yeux brillait une lueur de reconnaissance, une émotion qu'ils ne trouvaient pas encore de mots. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Jonas. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, je sais que tu ne me connais pas vraiment, mais je suis ton père. » Silence, personne ne bougea, puis Michael, le plus courageux d'entre eux, demanda « Pourquoi seulement maintenant ?» Jonas marqua une pause, ne sachant que répondre, mais il ne s'enfuit pas. « Parce que j'ai été un lâche, dit-il, j'ai choisi d'oublier l'essentiel, j'ai choisi de partir au lieu de rester, mais maintenant je ne partirai plus jamais. » Il s'avança et les serra dans ses bras, et les triplés le serrèrent en retour, forts et silencieux, mais pleins d'émotion. Quelques instants plus tard, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent et le médecin en sortit. L'opération avait réussi, son corps réagit bien et elle entrera en salle de réveil ce soir. Jonas s'effondra sur une chaise, submergé de joie. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il baissait la tête. « Dieu merci !» murmura-t-il en regardant ses enfants qui dormaient maintenant paisiblement dans la salle de réveil, à côté du lit de Marianne. Il n'est pas trop tard, pensa-t-il, cette nuit-là, Jonas avait fait une promesse. Plus de départ possible, c'était leur nouveau départ. Le lendemain matin, l'hôpital était silencieux lorsque Marianne ouvrit lentement les yeux. Un plafond blanc, un oreiller moelleux et une odeur d'antiseptique l'entourèrent. Sa main toucha instinctivement sa poitrine, elle ressentit la douleur de l'opération, mais aussi la sensation indéniable d'être encore en vie. À son chevet était assis Jonas, voûté, visiblement resté éveillé toute la nuit. « Marianne, » dit-il doucement, remarquant son agitation, elle se tourna vers lui faiblement. « Que s'est-il passé ? » « Tu as été opéré, » répondit Jonas, « mais tu es en sécurité maintenant. Tout s'est bien passé. Tu es à New York, je suis là et les enfants aussi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Nos enfants ?» demanda-t-elle. « Je connais la vérité maintenant, » dit Jonas, les yeux remplis de larmes. « Je sais qu'ils sont à nous, les triplés, Michael, Mira et Maya. » Marianne ne répondit pas immédiatement. Les blessures du passé se rouvraient, elle ne savait pas si elle devait être heureuse ou blessée. « Comment l'as-tu découvert ?» demanda-t-elle enfin. « J'ai retrouvé ton vieux portefeuille sur l'île. Il y avait une photo de toi et des enfants. Dès que je l'ai vu, j'ai su. Et depuis, je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je te retrouve. » Marianne tourna la tête vers la fenêtre, son regard se posa sur le ciel. « Toutes ces nuits où j'ai pleuré, toutes ces fois où j'ai voulu abandonner. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, » murmura-t-elle. « J'ai fait une promesse, » dit Jonas. « Si jamais on me donnait une chance d'arranger les choses, je ne la lâcherai pas. Je suis là, je ne partirai pas. » Les triplés entrèrent discrètement dans la pièce, portant un plateau de porridge et de fruits. Voyant Marianne réveillée, ils se précipitèrent à ses côtés. « Maman !» cria Maya. « Tu es réveillée ?» crièrent Mira et Michael ensemble. « Nous sommes si heureux que tu ailles bien !» ajouta Michael en essuyant ses larmes du revers de la main. Jonas se tenait derrière eux, silencieux, contemplant ce moment dont il n'avait fait que rêver. C'était maintenant réel. Après que Marianne eut mangé un peu, les enfants quittèrent la pièce pour la laisser se reposer. Jonas resta à ses côtés. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il sérieusement. Marianne le regarda. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il est peut-être trop tard, mais je veux que tu saches toute la vérité. Je sais que tu es en colère, je sais que je t'ai quitté, mais je ne savais pas que tu étais enceinte, si je l'avais su. Même si tu l'avais fait, coupa Marianne. Tu as quand même choisi Céleste, tu es parti à cause d'elle. » Jonas prit une grande inspiration. « Oui, tu as raison, mais il y a autre chose que tu ignores, à propos de la mort de Michael. » Marianne se figea. « Qu'en est-il » Jonas sortit un rapport qu'il avait récemment reçu d'un ancien employé du complexe. Un témoin s'avança. Il vit un homme placer un filet dans l'eau, exactement à l'endroit où Michael s'était noyé. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu racontes ?»
Ce n'était pas un accident, dit Jonas. Quelqu'un l'avait planifié, et la personne qui avait donné l'ordre était Céleste. Marianne tremblait, elle n'en croyait pas ses oreilles, un chiffre impossible. Elle a payé quelqu'un pour faire obstacle à la rivière, dit Jonas d'une voix tendue. Pour que tu sois blâmé, pour que je t'abandonne, et ça a marché. Des larmes coulaient sur les joues de Marianne, mais elles n'étaient pas de chagrin, mais de rage et d'une vérité longtemps enfouie. Elle s'est servie de notre enfant, murmura Marianne, elle a détruit notre famille. Jonas hocha la tête, retenant à peine ses larmes. Et c'est pourquoi je ne peux pas laisser passer ça. S'excuser ne suffit pas, elle doit faire face à la justice. Des minutes s'écoulèrent en silence avant que Marianne ne reprenne enfin la parole. Que as-tu l'intention de faire maintenant ? Je vais m'excuser, non seulement auprès de toi, mais aussi auprès de nos enfants, et je vais porter plainte, pour Michael, pour notre famille. Devant la pièce, les triplés restèrent silencieux, ayant tout entendu. Bien que jeunes, ils comprenaient le poids de ce qu'ils venaient d'entendre. Alors, notre frère a été assassiné, murmura Mira. Cette femme, c'est elle qui a remplacé maman, n'est-ce pas ? Demanda Michael. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça, ajouta Maya. Dans la pièce, Jonas tenait la main de Marianne. Cette fois, je ne partirai pas, je ne répéterai pas l'erreur de t'abandonner, je me battrai, pour nous 5. Marianne le regarda dans les yeux, le cœur encore douloureux, mais elle voyait sa sincérité. Le passé ne pouvait être effacé, mais l'avenir était porteur d'espoir. Où es-tu ? La voix de Céleste se fit entendre au téléphone, tandis que ses talons résonnaient sur le sol en marbre de son bureau en attique. Elle avait l'air de marcher sur du verre, son ton était contenu, mais au bord de l'explosion. « Je suis à l'hôpital », répondit Jonas froidement, fixant le couloir devant la chambre de Marianne. « L'hôpital ? Avec ton ex-femme fauchée et ses enfants qui ne sont peut-être même pas les tiens ?» Jonas ne répondit pas immédiatement, la question lui fit l'effet d'une claque. « Je ne suis pas d'humeur à entendre des insultes. Céleste. Marianne est malade, elle a dû être opérée. Heureusement qu'elle a survécu. Et pourquoi t'en soucierais-tu ? Exclama Celeste. Ça fait des années. C'est moi qui suis à tes côtés depuis que tu l'as quitté. Je t'ai aidé. J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu as ta propre entreprise, ton pouvoir, ta réputation, tout. Pas tout, dit Jonas calmement. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas mes enfants à mes côtés, et je n'ai absolument pas de cœur dans ce mariage. Il y eut un silence au bout du fil. Céleste respira profondément, puis répondit d'une voix basse et menaçante. « Réglons ça, reviens, oublie hier. Si tu continues à faire traîner les choses, tu vas ruiner ta réputation, ton entreprise, tout ce pour quoi tu as travaillé. Ce n'est pas un fantasme, Céleste, c'est ma famille, » dit soudain sa voix plus forte. « Famille. Tu crois que le monde acceptera les enfants d'une femme que tu as abandonnée ? Tu crois pouvoir tout abandonner pour une femme du passé ? » Jonas ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil dans la chambre d'hôpital et vit les triplés endormis sur un banc, blottis les uns contre les autres. Marianne reposait paisiblement, le visage serein, malgré le tube à oxygène. « Céleste, dit-il d'un ton ferme, laisse-moi te demander quelque chose. M'aimes-tu, ou veux-tu juste me posséder ?» murmura-t-elle à peine. « Jonas, si tu m'aimes, pourquoi devrais-je choisir entre l'argent et ma famille ?» Elle resta silencieuse un long moment, puis elle dit enfin ce qu'il attendait. « C'est moi, et tout ce qui m'accompagne, ou la femme que tu as quittée et ses enfants qui ne portent même pas ton nom. » Choices, Jonas. Pour la première fois de sa vie, Jonas se trouvait à un tournant qui n'avait rien à voir avec les affaires. Ses décisions passées avaient toujours été axées sur les marges bénéficiaires, les opportunités et le prestige, mais désormais, rien de tout cela n'avait d'importance. De retour dans la pièce, il s'assit à côté de Marianne. Les triplés l'observèrent en silence. « Michael, dit-il doucement. Mira, Maya, si on n'a pas une grande maison, s'il n'y a plus de climatisation, si on est plus riche, est-ce que vous viendrez quand même avec moi ?» Michael hocha la tête. « Tant qu'on est ensemble, papa, c'est tout ce qui compte. » Mira et Maya répondirent à l'unisson. « Ouais, ça nous va. » Jonas ferma les yeux, laissant leurs paroles s'installer. Pour la première fois depuis des années, il se sentit à nouveau entier. Mais à l'extérieur de l'hôpital, une tempête se préparait.
Choisir Marianne fermerait toutes les portes de la richesse et du pouvoir que Céleste avait autrefois ouvertes. Le lendemain, Jonas retourna dans la maison fermée qu'il partageait autrefois avec Céleste, dans une banlieue aisée. Il entra discrètement. Céleste était dans le salon, vêtue de noir, sirotant du vin. « Tu es revenu, dit-elle sans lever les yeux. Je suis venue récupérer mes affaires. Après ça, je ne rentrerai plus. » Céleste se tenait là, bloquant l'escalier. « Tu es vraiment sûre ?» demanda-t-elle. « Moi, je le suis. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Je contrôle tous tes comptes. La moitié des propriétés sont à mon nom. Garde-les, dit Jonas. Je n'en ai pas besoin. Si c'est ton choix, dit-elle froidement en s'éloignant. Tu le regretteras, Jonas. On ne sait pas à qui on a affaire. En sortant de la maison, Jonas prit une grande inspiration. Pour la première fois, il n'était pas PDG. Il n'était pas un manager responsable devant des actionnaires. Il était simplement un père et un mari, prêt à tout recommencer de zéro pour tout ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, il se réveilla dans une chambre modeste. Pas de climatisation, pas de drap coûteux, pas de sol en marbre. Juste un vieux ventilateur, un lit pliant et Michael Jr., qui dormait paisiblement à ses côtés, le tenant par le bras. Ce n'était pas le confort auquel il était habitué, mais c'était la paix qu'il recherchait. Jonas se souvint de ce que Céleste avait dit avant de quitter le manoir. « Tu vas le regretter. Tu n'as aucune idée de qui tu vas affronter. » Il en connaissait les conséquences dès le début. Et maintenant, elle commençait à se faire sentir. Lorsqu'il ouvrit son téléphone le lendemain matin, il fut accueilli par une avalanche de courriels. Accès au compte refusé. Votre statut de membre du conseil d'administration a été suspendu. Avis de réclamation pour récupération de véhicules de société. Evangelista Holdings. Il n'était pas surpris. Tenant toujours son vieux portefeuille, il fixait la photo de Marianne et des triplés. Malgré tout ce qui lui avait été arraché, il souriait. Il n'était plus PDG, mais il était enfin père. Et pour lui, cela comptait plus que n'importe quel titre. En cuisine, Marianne servait du porridge. Jonas était assis à côté, regardant les enfants rire. « Quand j'étais à l'université, leur dit-il, je n'avais pas d'argent pour le déjeuner. J'allais en cours à pied tous les jours. »« Alors comment as-tu réussi ?» demanda Mira, la bouche pleine de pain. « Un travail acharné et un peu de chance. Mais maintenant, même si j'ai tout perdu, je vais tout regagner. Pas seulement pour moi, mais pour vous tous. » Michael Surratt. Même si nous ne sommes plus riches, je suis heureux. Parce que maintenant nous sommes ensemble. Marianne essuya une larme en les regardant. Pendant si longtemps, elle avait cru que la vie avait perdu son sens. Mais maintenant, à nouveau parmi eux, elle retrouvait peu à peu son équilibre. Cet après-midi-là, Rudy, l'ancien comptable de Jonas, visita la petite maison. Il apporta des papiers et une enveloppe. « Monsieur Jonas, je voulais vous informer. Beaucoup de vos anciens coéquipiers vous soutiennent toujours. Tout le monde n'a pas pris le parti de Céleste. Beaucoup ont démissionné. Certains ont rejoint la nouvelle société, Evangelista Real Build. » Jonas leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est une nouvelle entreprise enregistrée à votre nom. Nous, vos anciens employés, voulons vous aider à redémarrer, même si c'est petit. » Jonas a pleuré, non pas à cause des affaires, mais à cause de la confiance qu'il pensait avoir perdue. Les jours passèrent. La vie devint plus simple. Jonas commença à participer à un projet communautaire local sur l'île, en construisant des chalets pour les pêcheurs. Marianne, bien que toujours en convalescence, apprenait à sourire à nouveau. Les triplés furent inscrits à l'école publique. Mais malgré cette paix, les difficultés revinrent. Un matin, alors que Jonas rentrait du chantier à pied, une voiture de luxe lui barra la route. Céleste en sortit, vêtue de noir et portant des lunettes de soleil de marque, complètement décalée dans ce modeste village. « Comment est la vie dans la pauvreté, Jonas ?» demanda-t-elle avec un sourire moqueur. « Tu n'as pas besoin d'être là, » répondit Jonas froidement. « C'est fini. »« Ce n'est pas fini, » répliqua Céleste en sortant une enveloppe. « Ceci est un avis juridique. Tous vos actifs chez Evangelista Holdings sont actuellement examinés.
Tous vos liens avec le secteur ont disparu. Je les ai tous coupés. Et encore une chose. Elle le regarda droit dans les yeux. N'espère pas te relever. J'ai assez d'influence pour te couper l'eau si je le veux. Jonas ne broncha pas, sa voix calme mais pleine de fougue. Mieux vaut tout perdre que de continuer à vivre dans le mensonge. Tu détiens peut-être de l'or, Céleste, mais j'ai ce que tu n'auras jamais. Une famille qui m'aime. Céleste plissa les yeux. Un jour, Jonas, tu réaliseras que tu aurais dû me choisir. Plus tard ce jour-là, Jonas est rentré à la maison. Les enfants ont couru vers lui. « Papa, je nous ai dessiné une maison », dit Michael en brandissant un dessin au crayon. Une petite maison avec 5 silhouettes devant. Jonas, Marianne et les triplés. Jonas sourit et embrassa le front de son fils. Pas besoin d'un manoir pour être chez soi. Ce soir-là, tandis que Jonas massait les épaules de Marianne tandis qu'elle sirotait tranquillement son café sur la véranda, il parla doucement. « Je sais que je n'ai pas encore fait mes preuves, mais merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de rectifier le tir. » Marianne le regarda. « Nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte maintenant, c'est comment les corriger. » À ce moment-là, le choix était clair. Jonas ne courait plus après la richesse. Il choisirait la famille. Et dans cette modeste petite maison, emplie de silence et de rire, un cœur perdu retrouva enfin son chemin. La matinée sur l'île était lumineuse et paisible. Dans la petite cabane en bois où vivaient désormais Jonas, Marianne et les triplés, les rires résonnaient tandis qu'ils partageaient un simple repas de porridge préparé par Jonas lui-même. Les enfants étaient heureux. Pas de gadgets, pas de richesse, mais une atmosphère pleine d'amour. Mais de l'autre côté de la ville, un matin différent se dessinait. Dans le Penthouse de Céleste, tout était calme. Son ordinateur portable était ouvert, des documents juridiques soigneusement rangés sur la table. Son visage était impassible tandis qu'elle parcourait les courriels qu'elle envoyait. Avis de clôture de compte bancaire en vertu de la liste noire de Jonas Evangelista, demande adressée aux investisseurs et partenaires du secteur. Ordre de révoquer les permis de construire au nom de Jonas Evangelista. Récupérer tous les véhicules et biens de l'entreprise. Elle se leva, se tourna vers le miroir et murmura froidement. « C'est toi qui as commencé, Jonas. Je serai celui qui finira. » Même si Jonas n'avait pas encore pleinement ressenti sa vengeance, la pression montait déjà. Au centre communautaire local où Jonas était bénévole, Rudy lui tendit une enveloppe scellée. « Monsieur, ceci vient d'arriver, » dit Rudy, visiblement nerveux. Jonas l'ouvrit et la lut. « Par la présente, vous êtes radié de votre statut d'actionnaire et de partenaire d'Evangelista Holdings. Votre accès à tous les comptes financiers est désormais suspendu. Toute affiliation avec le groupe Evangelista fera l'objet de poursuites judiciaires. » Rudy a ajouté « Vous avez également été retiré de la liste des entrepreneurs. Même nos fournisseurs ont été avertis de ne plus faire affaire avec nous. L'équipe juridique de Céleste s'en est assurée. Et le projet d'écovillage qu'on vient de lancer ?» Demanda Jonas en ensayant de garder son calme. Les investisseurs se sont retirés. Il n'y a plus de fonds. Ils pourraient fermer. Jonas se laissa aller en arrière, respirant bruyamment. Non pas à cause de la perte de l'entreprise, mais parce que son rêve de reconstruire quelque chose de significatif avait été une fois de plus anéanti. À son retour à la maison, les triplés l'ont accueilli avec des câlins. « Papa, j'ai fait un dessin, » dit Michael, représentant une maison avec 5 personnes se tenant la main et 3 soleils dans le ciel, comme 3 enfants veillant sur leurs parents. Jonas sourit, malgré sa douleur à la poitrine. « Peu importe ce qu'on m'a enlevé, il y a une chose que personne ne peut me prendre, ma famille. » À la maison, Jonas a parlé à Marianne. Il a tout partagé. Comment Céleste essayait d'effacer son nom, d'enterrer sa réputation, de s'assurer qu'il n'aurait pas d'avenir. Marianne lui prit la main et lui dit « Tu n'as pas besoin de te battre pour ton nom. Ce qui compte, c'est de te relever, pour ta famille. » Jonas hocha la tête. « Même si je dois tout recommencer, tant que tu es avec moi et les enfants, je n'ai pas peur. » Le lendemain, Céleste arriva sur l'île. Elle portait une robe noire, des talons hauts et des lunettes de soleil foncé. On aurait dit une actrice de film de méchant. Elle n'avait amené que 2 gardes du corps et une enveloppe étiquetée. « Tu vas payer pour cette erreur. »
Elle marchait dans les étroits sentiers du village, enjambant la boue, ignorant les regards qui la fixaient. Jonas la vit arriver et sortit. Marianne le rejoignit, calme et posée. « Quelle belle vie tu as choisie, Jonas » ricana Céleste. « Une cabane, du porridge, des enfants illégitimes. » Jonas serra les dents, mais garda le silence. « Tu m'as quitté pour cette femme, pour des enfants dont on n'a même pas prouvé qu'ils étaient de toi. »« Ils n'ont pas besoin de papier, » dit Jonas sèchement. « Ils sont de mon sang, et toi, tu es le chapitre que je ne rouvrirai jamais. » Les lèvres de Céleste se sont retroussées en un sourire narquois. « Parfait, ça ne fait que me donner encore plus d'énergie. » Alors qu'elle s'éloignait, les appels ont commencé à affluer. Les contacts restants de Jonas se désistaient. Même le petit magasin de fournitures scolaires dont il dépendait se vit interdire toute collaboration. L'étau se resserra. Cette nuit-là, tandis que Jonas regardait les triplés dormir sur une seule natte, Marianne s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Tu n'as pas besoin de crier pour faire tes preuves, Jonas. Tu l'as déjà prouvé chaque jour, en restant, en te battant. » Il ferma les yeux. Elle l'embrassa sur l'épaule. « Mais je ne resterai pas silencieux pendant qu'elle essaie de détruire tout ce que nous avons construit. » Sous le clair de lune, Jonas fit vœu, non pas pour le pouvoir, ni pour la richesse, mais pour la vérité. Il renaîtrait, non pas pour son nom, mais pour la justice. Jonas était venu sur l'île pour la paix, mais au lieu de cela, il se sentait de plus en plus agité. Chaque soir, alors qu'il contemplait les étoiles depuis leur porche, une question résonnait plus fort que les vagues. Pourquoi avais-je accusé Marianne si vite? Pourquoi étais-je si certain qu'elle était responsable de la mort de Michael? Il n'avait toujours pas de réponse, mais au fond de lui, il savait que toute la vérité n'avait pas encore été découverte. Un matin, alors qu'il sirotait un café devant la salle des fêtes du village, un homme s'approcha de lui. Bronzé par le soleil, un peu négligé, un sac à dos en bandoulière. Il avait l'air hésitant, nerveux. « Êtes-vous Jonas Evangelista ?» demanda l'homme. « Oui, pourquoi? J'ai quelque chose à te dire. Je m'appelle Léo. Je travaillais à l'hôtel, celui où ta famille a fait cette sortie il y a des années, le jour où ton fils s'est noyé. » Jonas se figea. Son cœur s'accéléra. « Que as-tu à dire ?» Léo s'assit en face de lui, les mains tremblantes. « Je voulais témoigner depuis longtemps, mais ils nous ont menacés. Ils nous ont fait signer des décharges de responsabilité, nous ont dit de dire que c'était juste un accident, mais ce n'en était pas un. » Jonas le fixait du regard. « Que veux-tu dire ? » « Ce n'était pas un accident, » répéta Léo. « Quelques jours avant l'arrivée de ta famille, une femme est venue à la station. Elle était belle, pâle, et portait des lunettes de soleil foncé. Elle a donné des ordres précis à l'équipe d'entretien pour nettoyer la zone près de la rivière. « C'est normal, » a dit Jonas prudemment, même s'il sentait sa poitrine se serrer. « Mais ensuite, » a poursuivi Léo, « elle nous a ordonné de placer un filet sous l'eau. Pas pour pêcher, juste pour semer le trouble, dit-elle. Je lui ai demandé qui elle était, elle n'a rien dit, mais quelqu'un l'a appelée Céleste. » Jonas eut l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. Céleste, la femme sur laquelle il s'était appuyé, celle qu'il avait épousée après s'être dit que son amour pour Marianne était mort. C'était comme se réveiller d'un long cauchemar. « J'ai encore une chose à dire, » dit Léo en lui tendant un vieux téléphone portable. « Il y a un enregistrement vocal, je l'ai gardé au cas où. Je ne savais pas si j'aurais besoin de le montrer à quelqu'un. » Jonas ouvrit le fichier audio et entendit une voix qu'il connaissait trop bien. « Je ne veux pas que l'enfant meure, mais j'ai besoin que cette femme soit ruinée. Une fois qu'ils se seront battus, Jonas sera à moi. » La voix de Céleste, elle n'a jamais prononcé les noms, mais son intention était claire, suffisamment claire pour glacer Jonas jusqu'aux os. Il fixait le téléphone, les mains tremblantes. Céleste avait causé la mort de Michael. Céleste l'avait retourné contre Marianne. Céleste avait brisé leur famille. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas des ragots. C'était un meurtre. Jonas rentra à la maison, hébété. Marianne aidait les enfants à se préparer pour l'école. Miko pliait son carnet en souriant. Jonas ne put parler immédiatement. La rage bouillonnait dans sa poitrine. Marianne vit son expression et s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai découvert quelque chose, dit-il.
À propos de ce jour-là, le jour où Michael est mort. Le visage de Marianne se décomposa. Ses mains devinrent froides. Ce n'était pas un accident, murmura Jonas. Quelqu'un a ordonné qu'un filet soit placé sous l'eau. C'était Céleste. C'est elle qui l'a planifié. Les yeux de Marianne s'écarquillèrent. Quoi? Que as-tu dit? J'ai un enregistrement, dit Jonas en lui tendant le téléphone. Ils écoutèrent ensemble. Tandis que la voix de Céleste résonnait, Marianne se mit à pleurer. Mais pas de tristesse. C'étaient des larmes de fureur, d'entendre enfin à haute voix ce que son cœur avait toujours soupçonné. « Tu m'as blâmé, dit-elle d'une voix tremblante. 2M as abandonné. Tu m'as enterré alors que j'étais encore en vie. Tu m'as détesté quand j'avais le plus besoin de toi. » Jonas s'agenouilla devant elle, ses propres larmes coulant. « Je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. Mais s'il vous plaît, laissez-moi arranger les choses. Laissez-moi me battre pour la justice. Pour Michael. Pour toi. Pour nos enfants. » Marianne resta assise en silence un moment. Puis elle essuya ses larmes et le regarda dans les yeux. « Si tu veux te battre, Jonas, je ne t'en empêcherai pas cette fois. » Le lendemain, Jonas se rendit au parquet. Il avait les preuves, le témoignage, l'enregistrement et une détermination inébranlable. Il a porté plainte contre Céleste Whitmore Evangelista pour meurtre avorté ayant entraîné un homicide par négligence. Les médias ont explosé. Pour la première fois, celle que l'on admirait autrefois comme une reine du monde des affaires était désormais démasquée comme la femme derrière le filet de la mort. Les gros titres ne se sont pas fait attendre. La fille d'un milliardaire accusée du meurtre de son enfant. Un père réclame justice pour son fils disparu dans un accident, désormais qualifié de meurtre. Tous les médias, blogs et réseaux sociaux ont relayé l'information. L'image de Céleste a changé du jour au lendemain, passant de figure de proue à ennemi. Mais au-delà du bruit, une bataille plus importante se profilait au tribunal. « Êtes-vous prêt ?» demanda Marianne, tandis que Jonas ajustait le col de son simple costume bleu marine. Il se tenait devant le centre d'aide juridique improvisé, près de la salle des fêtes, où des avocats bénévoles l'aidaient à préparer son dossier. « J'ai attendu ce jour si longtemps, » répondit Jonas, non pas pour détruire qui que ce soit, mais pour donner la parole à l'enfant qui ne peut plus parler. Dans sa poche se trouvait une petite photo de Michael, une photo de famille prise avant que tout ne s'écroule, un rappel de ce qui avait été perdu et de la raison pour laquelle il ne pouvait plus revenir en arrière. Le jour de l'audience préliminaire arriva. Dans la salle d'audience, Jonas était assis à côté de Marianne et des triplés. Ils étaient tous vêtus de blanc, symbole d'espoir. De l'autre côté de la pièce, Céleste apparut, vêtue d'un tailleur noir sur mesure et de larges lunettes de soleil, entourée de 3 avocats. Son visage était impassible, impassible. Le procureur se leva et commença à lire les preuves. L'enregistrement vocal de Céleste, le témoignage de Léo, l'ancien employé du complexe hôtelier, le reçu attestant d'un versement en espèces et les documents correspondant à la date de l'incident. Il ne s'agissait pas d'une simple négligence, a déclaré le procureur. Il s'agissait d'un plan calculé pour détruire une famille. Jonas monta à la barre. Le silence se fit dans la salle d'audience lorsqu'il commença à parler. Le jour où mon fils est mort, mon monde s'est effondré, et pendant des années, j'ai blâmé la femme que j'avais aimée, croyant aux mensonges qu'on me murmurait à l'oreille. Mais j'ai appris que la vérité n'est pas toujours criante. Parfois, elle se cache dans le silence, et dans mon silence, je suis devenu un lâche. Il marqua une pause, les larmes aux yeux, mais continua. Je ne suis pas là pour la pitié. Je suis là pour mon fils, Michael, un enfant devenu la cible de l'obsession et de l'ambition de quelqu'un, un enfant qui n'a jamais grandi, un enfant qui devrait encore être là. Céleste se leva brusquement. Votre honneur, objection. C'est de la démagogie. Le juge a fermement rejeté cette objection. Laisse-le finir. Jonas prit une grande inspiration. Je ne peux pas ramener mon fils, mais je peux exiger justice. Pour lui, pour les enfants qui portent encore son nom, et pour la femme que j'ai abandonnée parce que j'ai cru à un mensonge, je demande à ce tribunal de faire entendre la vérité. Un silence régnait dans la salle. Beaucoup s'essuyaient les yeux. Jonas quitta la barre des témoins, les mains tremblantes, mais le cœur battant. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes affluaient.
Monsieur Evangelista, que répondez-vous aux affirmations de Céleste selon lesquelles les preuves sont fabriquées? Est-il vrai que vous avez continué à avoir une relation amoureuse avec elle, même après l'avoir épousée? Pourquoi maintenant? Jonas resta silence. Il a simplement sorti la photo de Michael, l'a présentée aux caméras et a dit « Voilà pourquoi. Un enfant. Une vie. Un fils. » À la maison, tandis que Jonas se reposait sur le canapé, Mira était assise à côté de lui. « Papa, dit-elle doucement, que signifie la justice? » Jonas surit feablement. Cela signifie que peu importe le temps que cela prendra, peu importe la difficulté, si quelqu'un est blessé, quelqu'un devra en répondre. Et quand on aime vraiment, on doit être prêt à se battre. Vas-tu te battre pour nous aussi? Demanda Mira. Jonas la serra contre lui. Depuis le début, Mira, tout cela n'a été que pour vous toutes. Au fil des jours et des audiences, l'image publique de Céleste a commencé à se dégrader. Un à un, ses relations l'ont abandonnée. Elle a été exclue du conseil d'administration de son entreprise, condamnée par les médias et peu à peu rejetée par les cercles d'élite qui la vénéraient autrefois. Lors d'une conférence de presse, la mère de Céleste s'est présentée devant les journalistes. En tant que mère, elle a dit, les lèvres tremblantes, « C'est douloureux d'affronter la vérité, mais si ma fille a joué un rôle dans la mort d'un enfant innocent, elle doit faire face à la loi. Nul n'est au-dessus de la justice, pas même moi. » Le dernier jour de l'audience, le juge s'est adressé au tribunal. Au vu des preuves présentées, le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour porter l'affaire devant les tribunaux. L'accusée, Madame Céleste Whitmore Evangelista, est placée en détention provisoire en attendant son inculpation. Céleste, incrédule, tenait la tête en signe d'incrédulité. Elle ne pouvait pas parler. Jonas, de l'autre côté de la pièce, ne jubilait pas. Il ne disait rien. Il ne regardait qu'à travers ses yeux qui avaient enfin entrevu la lumière de la justice. Dehors, les médias grouillaient à nouveau, mais cette fois, pas pour un titre sur la richesse ou le scandale. Cette fois, Jonas n'était plus seulement un homme d'affaires. C'était un père qui défendait la vérité. À la maison, auprès de Marianne et des triplés, un nouveau chapitre s'ouvrait tranquillement. La bataille était loin d'être terminée, et le procès était encore à venir. Mais chaque pas vers la justice était un pas vers la guérison. Plus tard dans la nuit, Jonas se tenait sous les étoiles. « Michael, murmura-t-il, j'ai restauré ton nom, et plus encore, j'ai reconstruit notre famille. » 1 an après le début de l'affaire, la vie de Jonas avait complètement basculé. Il n'avait plus d'empire de plusieurs milliards de dollars. La voiture de sport avait disparu, tout comme la maison de banlieue. Mais si la richesse se mesurait à l'amour, à la paix et aux cadeaux, alors, pour la première fois, Jonas était véritablement riche. Les vieux titres qui disaient autrefois « Un milliardaire lègue sa fortune à son fils » avaient peu à peu laissé place à une histoire plus calme. Celle d'un homme qui reconstruisait sa famille à partir des fragments d'un cœur brisé, sur l'île même où tout avait commencé. Jonas se tenait tranquillement sur le rivage, regardant ses enfants courir pieds nus dans le sable. Mira, l'aînée, adorait les livres et rêvait de devenir institutrice. Maya était timide, mais réfléchie et observatrice. Elle voulait être peintre. Jonas sourit. Ils n'avaient jamais été un fardeau, ils étaient sa force. « Maman, où est papa ?» demanda Maya, assise à l'ombre d'un arbre. « Il arrive, mon cœur », répondit Marianne avec un sourire chaleureux. Son visage, autrefois marqué par l'inquiétude, rayonnait désormais de santé et de paix. Jonas avait tout prévu pour son rétablissement, un traitement continu, des médicaments, du repos. Mais surtout, ce qui l'avait guéri, ce n'était pas une ordonnance. C'était l'amour, le pardon et le fait d'être à nouveau ensemble. Leur nouvelle vie n'était pas grandiose. Il n'y avait ni champagne ni lustre. Mais cette relation était jalonnée de matinées de rire, de soirées avec du porridge chaud et de nuits sous les étoiles, partagées dans une unité silencieuse. Il n'y avait plus de fierté dans leur relation. Plus de reproches. Juste de l'acceptation et un amour profond et durable pour ce qui restait. Un après-midi, la cloche de l'église près de la plage sonna doucement. Des fleurs blanches tourbillonnaient dans la brise tandis que quelques amis proches, des villageois et d'anciens collègues de Jonas arrivaient pour une petite cérémonie.
Il n'y avait pas de décoration sophistiquée, pas de feu d'artifice. Mais chaque regard, chaque sourire signifiait tout. Jonas se tenait devant l'autel, vêtu d'un simple costume en lin. Devant lui se tenait Marianne, vêtue d'une simple robe blanche, une fleur dans les cheveux, les yeux pétillants de joie. Devant Dieu, dit Jonas, et ses 3 enfants qui ont tout vu, je vous ramène. Et je vous promets de ne plus jamais partir. Marianne Surratt. Nous n'avons peut-être pas tout, mais avec toi, j'ai retrouvé la force de me sentir entière. Les triplés ont applaudi, ont embrassé papa, et les rires ont rempli l'air. Avec ce baiser, la dernière pièce de leur longue et douloureuse histoire se mit en place. Le tableau était complet. Après la cérémonie, ils célébrèrent leur union au bord de l'eau. On servit du poisson grillé, des palourdes au bouillon, du jus de coco frais à la place du vin. Pas de cadeaux coûteux, seulement des câlins, des rires et la joie innocente d'une enfance retrouvée. Plus tard dans la soirée, Mira s'assit à côté de Jonas. « Papa, demanda-t-elle, pourquoi ne pas retourner en ville? C'est plus facile là-bas, non ?» Jonas lui caressa doucement les cheveux. « Parce que c'est ici que j'ai trouvé l'essentiel, ma chérie. C'est ici que je vous ai tous trouvés. Et maintenant je sais que la richesse ne dépend pas de la taille de votre maison, ni du nombre de zéros que vous avez en banque. C'est le nombre de mains qui tiennent la vôtre et le nombre de cœurs qui ne vous lâchent jamais. » Leur petite entreprise familiale, un restaurant de fruits de mer et un service d'excursion sur l'île, subvenaient à leurs besoins. Mais plus que cela, cela leur a donné un but. Avec Marianne à ses côtés, Jonas a utilisé le reste de ses économies non pas pour se remémorer le passé, mais pour investir dans l'avenir. Ils ont ouvert une petite fondation pour les orphelins et les familles en difficulté. Ils l'appelèrent la lumière de Miko. Et chaque soir, Jonas s'asseyait tranquillement devant le petit autel de leur maison, où brûlait une bougie à côté d'un coquillage et d'une photo encadrée de leur fils. « Michael, murmura-t-il, je n'ai pas grandi avec toi. Mais grâce à toi, j'ai enfin ouvert les yeux, et désormais je ne partirai plus jamais. » Des larmes couleraient, mais son sourire aussi. Dehors, Marianne attendrait avec les enfants, la main tendue. « Prêt, papa ?» Cried Jude. Où allons-nous? Demandait Jonas. Pour trouver des palourdes, Mira criait. Pour le dîner, ajouta Maya. Ensemble, ils marcheraient vers la mer. Ne poursuivant plus la richesse, ne fuyant plus la culpabilité, mais avançant à la lumière de l'amour qu'ils avaient choisi de reconstruire. Le portefeuille que Jonas avait trouvé un jour sur le rivage ne contenait pas seulement une photo, il portait le début de la rédemption. Et la mer, autrefois témoin de la perte, témoignait désormais de leur renaissance. 2 ans s'étaient écoulés. Le village côtier s'était agrandi. Une petite école jouxtait désormais l'église, et une nouvelle clinique avait ouvert un peu plus loin, financée discrètement par Jonas sous le nom de Fondation MJ, en hommage à Michael Jr. Les habitants chuchotaient souvent des histoires sur cet homme de grande taille, autrefois costard et puissant, qui préférait désormais marcher pieds nus et servir du poisson grillé en famille sur le rivage. Pour eux, il n'était pas seulement un homme rentré chez lui. Il était la preuve que nul n'est irrécupérable. Ce matin-là, Jonas se tenait sous l'arbre même où il avait vu ses enfants vendre des palourdes. Le vent était doux, le ciel d'un or pâle. Derrière lui, Marianne préparait le petit déjeuner, tandis que les triplés préparaient leur cartable. « Papa », cria Michael Jr. en agitant son carnet. « On vous présente notre arbre généalogique aujourd'hui. Regardez. » Jonas prit le papier en souriant. Un arbre dessiné à la main, coloré en vert et marron, les représentait tous les 5. Tout en haut, flottant comme une étoile, se trouvait Michael, le fils qu'ils avaient perdu mais jamais oublié. « Est-ce ton grand frère ?» demanda doucement Jonas. Michael Jr. hocha la tête. « Il fait partie de nous, n'est-ce pas ?»« Toujours, » répondit Jonas d'une voix douce. « Toujours. » Mira est arrivée ensuite, tenant un cadre. « Maman m'a dit de te donner ça. » Jonas a ouvert l'emballage. C'était la même photo du vieux portefeuille, maintenant nettoyé et encadré. Marianne et les triplés, assis sur ce tapis usé d'il y a des années, leur sourire fatigué mais sincère. En dessous, elle avait écrit en cursive élégante « Des ruines nous nous relevons, et de l'amour nous restons. » Jonas ferma les yeux un instant, se laissant submerger par l'émotion.
Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il faisait griller du poisson avec Michael à ses côtés, un couple de la ville passa. Ils s'arrêtèrent pour lire le menu à l'ardoise et sourire. « Tu es Jonas, n'est-ce pas ?» demanda l'homme. « D'Evangelista Holdings ?» Jonas sourit, s'essuya les mains et hocha la tête. C'était il y a une éternité. Nous nous demandions si vous envisageriez de construire un petit complexe hôtelier juste au-delà du récif. Nous avons entendu de bons commentaires sur votre travail, et vous êtes le seul à qui nous faisons confiance pour le rendre authentique. Jonas n'a pas répondu tout de suite. Il regarda la maison, où Marianne et les filles faisaient signe de la main, puis le garçon à côté de lui, qui servait maintenant du jus de coco aux touristes. Il surit. J'y réfléchirai, dit-il. Mais pour l'instant, j'ai déjà construit l'essentiel. Ce soir-là, au crépuscule, Jonas descendit seul vers le rivage. Il tenait une bougie dans une main et une fleur dans l'autre. Il les a tous deux jetés à l'eau. « Au fils que je n'ai jamais pu élever, » murmura-t-il. « À la vie que j'ai failli perdre, et à la famille que j'ai eu une seconde chance d'aimer. » La marée emporta doucement la bougie, et sous la lueur des étoiles, l'homme autrefois enseveli dans l'orgueil et le silence se tenait désormais libre. N'étant plus prisonnier de la culpabilité ou de l'ambition, mais enveloppé dans l'étreinte la plus douce et la plus indestructible qui soit, l'amour. C'est encore moi, Monsieur Hope. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un commentaire. À bientôt.